La France brûle. Depuis quelques jours, la France s'enfonce dans une spirale de violence sans précédent. Dans presque toutes les grandes villes en France, on assiste à des scènes de pillage, de destruction des biens publics, privés, des affrontements sanglants avec la police. Malgré l'important dispositif de sécurité engagé, près de 45 000 agents de sécurité, parmi lesquels les unités spéciales, le gouvernement n'arrive toujours pas à contenir ces émeutes. Les voix se font de plus en plus entendre en demandant l'état d'urgence ou bien l'intervention de l'armée. Le président français, qui était attendu cette semaine en Allemagne, a même dû annuler son voyage pour l'Allemagne. Tellement c'est grave, les images qui nous parviennent ressemblent vraiment à des scènes de guerre. Mais qu'est-ce qui a vraiment pu mettre le feu aux poudres et déclencher cette violence? Quelles seront les conséquences pour l'économie française, les opérateurs économiques et aussi les investisseurs immobiliers? Et en plus, dans cette vidéo, je te parlerai de mon expérience en France, des situations que j'ai vécues et qui auraient pu dégénérer ainsi. Salut à toi et bienvenue sur Immogizer. Moi, c'est Séverin Papou. Je suis investisseur immobilier en Allemagne depuis une dizaine d'années. Et à travers ce canal Immogizer, je partage volontiers mes années d'expérience avec toi et te montre comment toi aussi, tu peux pas à pas te bâtir un patrimoine conséquent dans ce pays. Donc, sur cette chaîne Immogizer, on parle principalement de l'investissement immobilier en Allemagne, mais aussi, surtout, de tout ce qui tourne tout autour, qui a un impact direct ou indirect sur ta vie d'investisseur immobilier. Donc, si toi, ce sujet t'intéresse vraiment, je t'encourage déjà à faire le premier pas en t'abonnant et en activant la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Revenons maintenant sur les événements en France qui se passent actuellement. Vous avez sûrement vu dans les informations à la télé ou bien sûr dans tous les médias les scènes sinistres qui se passent actuellement. Qu'est-ce qu'on voit? On peut voir des bandes de jeunes et la plupart c'est même des mineurs qui s'attaquent à tout, au commerce, aux biens publics, privés, les bâtiments administratifs, ils mettent le feu, ils saccagent tout, ils pillent des commerces, des centres commerciaux, ils brûlent des voitures, plus de 2000 voitures déjà incendiées. Ils s'attaquent aussi aux écoles maternelles, bref, des symboles où on se dit c'est des biens publics qui devraient même leur servir, qu'ils peuvent aussi en profiter, ou bien peut-être leurs parents, leur famille travaillent là-bas, c'est leur gagne-pain, mais ces jeunes se mettent à tout piller, à tout brûler. Ça fait vraiment mal de voir ça fait vraiment pitié. On ressent une certaine violence, une certaine rage, et la question c'est de savoir qu'est-ce qui a vraiment pu mettre le feu aux poudres et déclencher cette violence, cette haine, ce saccage de tout. En fait, d'après les informations, tout serait parti d'un contrôle de police dans la ville de Nanterre et qui aurait mal tourné. Dans la journée du mardi 27 juin 2023, deux agents de police ont décidé de contrôler des jeunes à bord d'une voiture, une voiture allemande. Et c'était trois jeunes qui étaient dedans. Le chauffeur, un jeune de 17 ans du nom de Nahel, un Français d'origine mais d'ascendance maghrébine, plus précisément algérienne. Donc il était au volant de cette voiture avec deux de ses amis. Il a été interpellé par ces deux policiers. Dans la vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, on y voit l'un des policiers adossé sur le capot de la voiture du côté du chauffeur, ayant une arme dans ses mains et il est en train de crier vers le chauffeur et lui demandant de stopper le moteur. Son collègue est juste à côté de lui. Des instants plus tard, on voit la voiture démarrer brusquement et c'est à ce moment que l'impensable se passe, la tragédie commence parce que c'est à ce moment que le policier fait usage de son arme de service et touchant ainsi mortellement ce jeune enfant qui va décéder plus tard.
Un événement vraiment très tragique. Ça fait mal de voir un jeune à cet âge perdre sa vie de cette manière. Et comme il fallait s'y attendre, la nouvelle de cet événement tragique s'est répandue rapidement sur les réseaux sociaux. Et en quelques instants, il y a eu des premiers échauffourées, des premières altercations avec la police. Et très vite, cela a dégénéré et cela s'est transformé en émeute et qui s'est répandu comme un feu de brousse un peu partout dans les grandes villes en France. Et depuis là, on assiste à ces scènes de pillage que vous pouvez voir un peu partout. Ça fait vraiment mal ce qui est en train de se passer, mais ce n'est pas des cas isolés. Car quand vous regardez un peu la longue liste des émeutes qu'il y a eu en France, vous constatez que la plupart de ces émeutes, le point, l'élément central, l'élément déclencheur, c'était toujours des contrôles de police qui auraient mal tourné. Et comme toujours, ces événements créent une grande polémique et divisent encore plus la société française. Vous avez différents camps qui s'affrontent. Et dans le cas d'espèce, il y a trois camps, moi je dirais trois camps qui s'affrontent actuellement. Vous avez d'un côté ceux qui pensent que le policier c'était de la légitime défense, qu'il devait agir ainsi parce que ce jeune n'avait que c'était une interpellation, il n'avait pas à essayer de se soustraire à ce contrôle et aussi il conduisait sans permis, ce qui n'est pas légal. Il aurait, moi je dis aussi au conditionnel, il aurait un casier judiciaire, il serait connu des services de police et en démarrant, il a mis en danger la vie du policier, vu qu'aussi les policiers, durant ces dernières années, ils ont régulièrement affaire à des scènes pareilles. Il y a eu des policiers qui ont même perdu la vie pendant des contrôles où on leur a foncé dessus. Et aussi, ces policiers, ils affrontent régulièrement des jeunes de cet âge-là dans ces cités sensibles, dans ces banlieues. Et ils sont régulièrement victimes de ce genre d'agression dont le policier se serait senti menacé et aurait fait usage de son arme de service, ce qui serait de la légitime défense. Et ceux qui pensent ainsi ont décidé d'organiser une levée de fonds sur la plateforme GoFundMe en guise de soutien à ce policier et à sa famille. À l'heure où nous enregistrons cette vidéo, la cagnotte s'élève à 1,5 million d'euros. 1,5 million d'euros, c'est incroyable. Et je ne parle pas de la deuxième levée de fonds qui est en cours et qui a été initiée par, je crois, c'est la mutuelle des motards. Donc, bref, ses collègues aussi, ce seraient les collègues du service qui ont décidé aussi de faire une deuxième levée de fonds. Donc, si on reste sur la première cagnotte, 1,5 million d'euros, c'est incroyable. On n'avait jamais vu ça auparavant. Et un engouement inattendu et impressionnant pareil a eu pour effet de provoquer la colère et l'indignation du deuxième camp. Et donc, dans ce deuxième camp, on y retrouve une partie de la classe politique française, on y retrouve la famille, les amis, ainsi qu'une bonne partie de la population qui estime que c'était ni plus ni moins qu'un meurtre, qu'une exécution sommaire, qu'une bavure policière, comme on en a souvent vu par le passé, quand il s'agit de ces jeunes issus de l'immigration, des personnes issues de l'immigration, car quel que soit ce que ce jeune aurait pu commettre comme infraction, le policier n'avait pas à faire usage de son arme de service et d'abattre ce jeune comme ça, car il n'était pas menacé, il n'y avait pas de menace pour lui, il n'y avait de menace pour personne. Il aurait eu d'autres moyens d'interpeller ce jeune, de le stopper, de le contrôler sans devoir tirer sur lui et aussi mettre cette famille dans ce deuil. Et donc, ces personnes estiment aussi qu'elles sont défavorisées. En France, qu'elles sont des personnes de deuxième classe, elles sont marginalisées, elles sont stigmatisées. Et ce genre de bavure, ce n'est que la face visible de l'iceberg. Le problème, il est vraiment profond dans la société française. Elle est vraiment fragmentée, divisée. Et donc, ce groupe, ce deuxième camp, a décidé aussi d'organiser une levée de fonds en guise de soutien à la famille du jeune Naël. Et à l'heure où nous enregistrons la vidéo, la cagnotte s'élève déjà à peu près à 200 000 euros. Le troisième camp pour moi, ça c'est le camp des anarchistes. C'est le camp que vous voyez un peu partout là sur les réseaux sociaux. C'est ceux, moi je pense pas qu'ils combattent vraiment pour demander justice pour ce jeune.
Parce que s'il fallait casser quelque chose, j'aurais peut-être compris qu'ils cassent un peu les commissariats et puis qu'ils ont une revendication. Par exemple, demander que le préfet démissionne, que le commissaire démissionne. Non, mais c'est pas ça, quoi. C'est pas ça le problème. En fait, c'est le camp des anarchistes. Ils profitent de la situation pour exprimer leur rage et aussi pour détruire, pour casser. C'est comme chez nous au pays, on dit tu profites de la pluie pour chier dans le torrent. En fait, c'est ça. Et donc, c'est ces jeunes que vous voyez un peu partout qui détruisent, qui saccagent, qui pillent sans réfléchir, même des biens publics qui leur servent, qui les aident, les écoles, les bus, les trains, les supermarchés, les lieux de travail où leurs parents eux-mêmes vont gagner de l'argent pour venir les nourrir à la maison. Donc voilà, vous avez ces trois camps qui sont en train de s'affronter. Et là, en face, vous avez la justice. Espérons que la justice fera vraiment son travail, pourra mener les enquêtes et aussi trouver les causes profondes, apporter les réponses à cet événement tragique et aussi de définir des mesures que le gouvernement devra mettre en place pour éviter qu'à l'avenir, des scènes pareilles n'arrivent. Car il faut le dire, ça fait vraiment mal. Et pour moi, tous sont des victimes. Regardez cette maman qui perd son enfant à cet âge-là. Ça fait vraiment mal. Quel que soit ce que ce jeune ait pu faire, la sentence, quand tu ne t'arrêtes pas, ce n'est pas de perdre la vie. Et je ne pense peut-être pas, je parle au conditionnel, que ce policier avait l'intention de donner la mort. De son côté aussi, pour moi, c'est une victime. Sa famille, c'est une victime. Donc, il appartiendra à la fin à la justice d'établir les responsabilités de tout un chacun. J'espère vraiment que les politiques françaises, les politiciens, laisseront vraiment la justice travailler sainement et dire le droit et d'établir les responsabilités de tout un chacun et qu'ils arrêteront un peu de faire cette récupération politique. Mais ce que je voulais aussi dire dedans, c'est que ces cas, vraiment, comme je l'ai dit avant, ne sont pas des cas isolés. Ça arrive. Et si vous avez déjà eu à faire des contrôles ou à vivre des contrôles de police, enfin, vous remarquez, il y a une certaine tension. Et là, moi, je vais vous raconter mon histoire avec la police française parce que j'ai souvent y été en France et j'ai eu à vivre des contrôles de police où moi, je vous dis, si je n'avais pas gardé mon sang-froid, cela aurait vraiment pu dégénérer. En fait, les scènes se sont déroulées, ces deux histoires que je vais vous raconter. La première, ça se passe, ça fait à peu près 10 ans, 10 ans de cela, mais ça m'a encore resté vraiment présent à l'esprit. En fait, c'est que je bosse pour une multinationale française, donc qui a son centre, c'est à Clermont-Ferrand. Je ne vais pas donner le nom de cette multinationale, mais vous pouvez bien l'imaginer. Et donc, dans le cadre de mes activités professionnelles, j'étais amené à me rendre régulièrement à Clermont-Ferrand pour rencontrer les autres ingénieurs. Là-bas, on avait des échanges réguliers. Et pour quitter l'Allemagne et arriver à Clermont-Ferrand, il y avait trois possibilités. Soit on arrivait là-bas avec le jet privé de l'entreprise qui faisait la rotation entre les différentes usines ici en Europe, ce qui aussi n'était pas aussi évident parce que c'était pas chaque jour que le jet était là et puis il fallait caler ces dates par rapport aux dates de rotation de ce jet. Donc, c'était vraiment, il fallait avoir de la chance, que ça matche vraiment. Et, donc, ça, c'était la première possibilité. La deuxième possibilité, c'était de se déplacer en avion, prendre un avion de ligne. Donc, tu quittes Bamberg, tu vas à Nuremberg, tu prends l'avion de Nuremberg, tu arrives à Paris, tout est centralisé de Paris. Maintenant, tu prends une correspondance pour descendre à Clermont. Et moi, je préfère beaucoup plus la troisième possibilité, c'était d'aller en voiture. La plupart de mes collègues, ils allaient en avion, mais moi, je préfère toujours aller en voiture parce que moi, la voiture, j'ai tout le contrôle, j'aime avoir le contrôle. Et là, on avait à disposition deux voitures à l'usine. C'était la première, c'était une BMW série 5, toute noire, vitres fumées, vraiment confortable. La deuxième, c'était une Audi A6 avec aussi des vitres fumées, donc des grosses voitures, des grosses cylindrées. Et ici en Allemagne, quand tu conduis ça, bon, tu passes inaperçu, quoi, parce que c'est un truc tout à fait normal. Mais en France, vous ne passez pas inaperçu, vu que les voitures en France, ils ont beaucoup plus les autres petites, là, les petits calibres, et nous, on a des gros engins. Et c'est un avantage d'avoir ce genre de gros engins. Vous ressentez vraiment la différence quand on fait les grandes lignes, parce que là, quitter ici là, en France, ça fait 10 heures de route, et puis 10 heures de route, moi, je ne me sentais pas fatigué. Et concernant les contrôles de police, ce que je veux dire, ça fait plus de 15 ans que je conduis de manière active en Allemagne.
j'ai vraiment pas été contrôlé par la police. Je crois que c'est en tout, dans tous ces 15 années, ça fait peut-être 3 fois. Et c'est de manière très courtoise et sympa, il ne s'est rien passé. Mais en France, je me faisais régulièrement contrôler par la police. Et il y a eu une situation qui m'est restée présente à l'esprit. C'est que je débarque en France, à Clermont-Ferrand. Et puis moi, avec la grosse voiture, c'était une BMW série 5, vitre fumée derrière, le grand black dedans. Moi, ce que je ne savais pas, bref, c'est toi le dealer parfait, quoi. Tu voyais les regards. Mais bon, good. Moi, je ne suis pas celui qui un peu essaie de voir un peu les problèmes dans le racisme avant que ça ne se présente. Non, 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 je ne suis pas ce genre. Mais je prends les choses comme elles arrivent. Et donc, un soir, je finis le boulot et je suis allé dans un supermarché. J'ai garé au bord de la route. Et là, j'étais en tête de file, c'était des parkings là, hein, donc c'était tout à fait légal, donc j'ai garé. Et je ressors du supermarché, il faisait soleil ce jour, j'étais en pente comme ça. Et là, j'avais mes plastiques, je ne voulais pas aller dans le coffre derrière pour les mettre. Je me suis dit, écoute, je m'assois et puis je les mets juste derrière moi. Je me suis retourné pour les mettre derrière moi. Et là, après, je me retourne maintenant pour démarrer, il faisait chaud, je me tourne pour démarrer. Et là, subitement, je vois un mec devant moi, pas tout droit là. Il était sur la chaussée, le mec était plutôt sur la chaussée. Il était un peu décalé comme ceci. Et là, je le vois, il était habillé en noir, donc c'était leur uniforme. Bon, je vous dis que c'est peut-être pas le noir, c'était peut-être le bleu foncé, je sais pas trop, mais pour moi, ça avait l'air du noir. Il était là, et puis il avait la main à la hanche, il avait la main là, il parlait un peu très fort. Vous voyez à l'instant, vous ne réalisez pas ce qui est en train de se passer. Et après, je regarde encore bien, je vois un autre mec qui lui ressemble, qui a le même uniforme que lui et qui est sur le trottoir. Il est aussi décalé de côté comme ça, du côté du passager avant. Donc, il est là. Et puis, lui aussi, il a sa main directement là, mais lui, il ne parlait pas. C'est l'autre mec là qui parlait à haute voix. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne réalise pas mais que c'est la police. Et je ne comprends pas. Et surtout, cette manière-là agressive. Et donc, je voulais démarrer pour mettre la climatisation parce qu'il faisait chaud et j'avais fermé la portière. Bon, moi, j'ai juste baissé la vitre quand elle s'est baissée. Et quand elle s'est baissée, c'est aussi parce que je voulais écouter ce qu'il me disait. Je vois là sur le rétroviseur, je vois qu'il y a encore deux qui sont en train de venir, parmi lesquels une dame qui marchait vraiment comme dans l'armée avec un monsieur à côté d'elle. Ils avaient les mêmes uniformes. Donc c'est là où j'ai saisi que ça doit être des agents de sécurité. La femme arrive, elle me salue là, police nationale, contrôle de quoi. Elle dit donnez-moi le document, carte grise et puis assurance. Et elle a dit beaucoup de choses là. Moi je ne réalisais pas parce que j'étais un peu perdu. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et eux, ils n'expliquaient pas, ils parlaient vraiment d'un ton vraiment très agressif. Hein. Vous remarquez que les mecs n'étaient pas là pour s'amuser. Je n'ai pas compris, j'ai encore posé la question à la femme, mais qu'est-ce que vous voulez? Elle me l'a dit vraiment d'un ton méchant. Je lui ai demandé, est-ce que je peux enlever mes mains sur le volant? Parce que moi, j'avais les mains sur le volant. Hein. J'avais les mains sur le volant. Là. Je lui ai dit, est-ce que je peux prendre, c'est dans la boîte à gants, est-ce qu'elle me permet? Elle m'a dit, oui, mais ne faites pas de bêtises. Bon, quelle bêtise? Donc, et je faisais les mouvements tout lentement, parce que les mecs, c'était vraiment chaud. Donc, j'ai retiré là-dedans. J'avais un étui avec mon Fahrzeugschein, c'est comme ça on appelle ici en allemand. Je lui ai remis, elle dit assurant. Elle dit, moi, je ne connais pas ça. Ici en allemand, tu n'as que le Fahrzeugschein que tu remets au policier. Il n'y a pas assurance et tout ça. On ne connaît pas trop ça vraiment ici. Du moins, moi, je n'ai jamais eu besoin de montrer à un policier. Et après, elle me demande aussi mes papiers. Donc, je lui ai donné mon permis de conduire, ma carte d'identité. Elle prend, elle regarde. Et après, elle va dans sa voiture derrière, qui était garée sur la chaussée, elle va là. Et le monsieur avec qui elle était, il est resté. Et après, il me dit, vous venez d'où? Moi, je dis, je viens d'Allemagne. Et qu'est-ce qui se passe? Il ne me répond pas. Il m'a dit quelque chose, je n'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Je lui dis, qu'est-ce que ça a dit? Il m'a dit que c'est l'allemand qui m'a parlé. Je sentais un peu que ça ressemble un peu à l'allemand. Il m'a dit que c'est une question en allemand et tout. Si je viens d'Allemagne, je devais comprendre ça. Je dis, écoutez, ça, ce n'est pas l'allemand ce que vous parlez, ça sonne vraiment horrible. Hein? Je comprends pas ce que vous êtes en train de vouloir me dire et je comprends pas déjà tous ces manèges-là. Et il me dit, écoute, si je ne veux pas répondre, on va m'amener au poste, on va m'amener au commissariat. Je dis, bon, j'ai pas de problème si on y va. Peut-être là-bas, ils pourront trouver quelqu'un qui parle allemand et avec qui je vais m'entretenir avec la personne. Parce que pour moi, c'était même facile dans des situations pareilles de m'entretenir en allemand. Vu que j'ai beaucoup fait ma vie active ici, il y a des situations que pour moi, c'est plus facile d'expliquer en allemand qu'en français. Et il me dit, oui, on va m'amener. Et puis, je lui ai demandé, est-ce qu'il me permet
d'au moins appeler ma boîte, le service juridique de ma boîte, de leur donner cette information avant qu'on y aille. Il me dit quoi? Je lui dis, écoute, parce que je vais appeler ma boîte. En fait, c'est que quand j'étais arrivé à Clermont, on a un service juridique, on nous a donné des numéros de téléphone, de contact, qu'en cas de pépin, s'il y a un truc, vous avez un pépin, comme nous on vient de l'étranger, voilà ça, vous appelez et c'est eux qui vont régler quoi. Donc quand je lui dis que je bosse pour cette boîte, il m'a dit, ah vous bossez pour cette boîte? Il dit, ouais, c'est pour ça que je suis venu ici. Il a dit un instant, il a couru chez sa collègue et ils se sont vite entretenus. J'ai vu, elle est sortie de la voiture, elle est venue, elle a les documents et puis ils sont venus, ils m'ont remis, ils sont excusés, ils m'ont dit, on vous souhaite bon séjour ici, que en fait c'est que il y a des grosses voitures pareilles, c'est volé généralement en Allemagne et c'est utilisé pour faire des go fast. Je ne savais pas à l'époque ce que c'est qu'un go fast, je suis allé rechercher en fait, c'est des voitures, des grosses berlines, on prend généralement les grosses berlines allemandes comme celle-là que j'avais. Et puis, c'est utilisé pour faire le transport de la drogue du Maroc ou bien à partir de l'Espagne. Et ça monte à toute vitesse sur l'autoroute. Et puis, ça va un peu dans les points de vente, dans les banlieues là, en France. Donc, ils pensaient que c'était des voitures volées et que sûrement moi, j'étais le dealer et tout ça. Bon, moi, je lui ai dit, écoute, ouais, ok, c'est bon, c'est terminé, je peux partir. Ouais, ils m'ont remis les documents. Ils étaient très gentils là, essayer de faire le gentil et tout. Bon, moi, j'ai démarré et je suis parti. Mais là, quand j'y pense aujourd'hui, il aurait fallu pour moi, si je perdais mon sang-froid, si j'avais un geste un peu brusque là, démarrer ou faire quoi, les mecs ont senti une certaine tension, quoi. Ça aurait facilement pu dégénérer. La deuxième histoire, c'est toujours un contrôle de police qui a failli dégénérer. En fait, c'est que j'étais allé en France, j'avais la visite de ma maman qui était arrivée avec ma grand-mère. Donc, on est allé à Paris, tout s'est super bien passé. Et quand on rentrait, on devait s'arrêter à Saarbrücken. Saarbrücken, juste après la frontière, là. On devait s'arrêter pour rendre visite à de la famille, là. Et là, je me suis rendu compte que quand on a traversé directement, surtout on a traversé la frontière, on est rentré en Allemagne, je me suis rendu compte que j'avais plus assez de carburant. Et il fallait que je fasse le plein de carburant. Et comme le carburant, c'était moins cher en France à cette époque-là, j'ai dit, je descends de l'autoroute et j'ai vu dans mon GPS, mon navigation système, qu'en France, du côté de la France, donc quand je descendais de l'autoroute, il y a un village là du côté français. Et là, il y avait ces grands supermarchés. Ils ont en France des grands supermarchés qui ont aussi des stations-service avec. Donc, c'est tout ça ensemble. Ce qui est un peu rare ici en Allemagne. Et donc, je suis descendu de l'autoroute. Donc, j'ai pris cette route-là maintenant de campagne pour me rendre, pour retourner du côté de la France. C'était une route tout droit. Je la revois encore tout droit. Et au fond, là, il y avait un rond-point. Et après le rond-point, juste au rond-point comme ça, il y avait ce supermarché avec cette station-service directement là. Et moi, je roulais doucement. Non, c'est pas que je roulais rapidement parce qu'il y a de un, j'approchais le rond-point donc je ne pouvais pas rouler rapidement. Et de deux, il y avait ma maman à côté, elle a horreur de la vitesse. Hein? Donc même quand il y a la limitation à 50, elle veut que tu roules à 20 ou à 30, à 10 à l'heure. Donc on roulait lentement et subitement, je vois un homme qui bondit presque devant la voiture. Donc c'était un peu avant le rond-point, il bondit devant la voiture. Donc je crois qu'ils m'ont observé avec des jumelles. Il bondit avec lui aussi deux autres qui atterrissent là. Je pense que c'était des gendarmes, quoi. Et puis, ils atterrissent là, ils sifflent, ils m'intiment l'ordre de serrer là et tout, menaçant. Vous voyez, vous roulez doucement et puis, subitement, vous voyez ça. Vous êtes d'abord effrayé de le voir. Et puis, je me gare, il me dit qu'il est document de la voiture, comme ils aiment souvent dire, un peu toujours menaçant. Donc, je lui demande, est-ce que je ne peux pas quitter la route? Et comme on était d'après sur mon point, garer là, parce que moi, j'ai peur, quand tu restes là sur la route, on a souvent eu des accidents comme ça, où un camion est rentré dedans dans une voiture et tout. Il me dit, non, il m'a demandé le document de la voiture et tout ça. Bah, écoute, je lui ai dit, je sors d'abord ma carte d'identité et tout, et puis mon permis de conduire. Je dis, le reste là, le Fahrzeugschein, c'est dans la boîte à gants. Je sors, j'essaie de fouiller, je ne trouve pas là, et puis je lui dis, est-ce que je peux garer parce que je pense que ça c'est derrière, j'ai laissé dans ma valise derrière. Il me dit que je n'ai pas à descendre de la voiture. Quand il y a un contrôle, je dois rester dans la voiture. Il demande ce document et tout. Il dit, ben, écoutez, je pense que c'est dans la malle arrière. Si vous dites que je ne descends pas, ben, je ne sais pas comment je vais vous le donner. Donc, soit vous allez vous-même derrière. Il m'a dit, écoute, serrez là et puis vous ne faites pas de bêtises. Vous descendez et puis vous allez derrière. Il dit, ok. Écoute. Donc, j'ai serré. Je descends. Quand je descends, il me suit. Il est là avec moi. Il fait que parler. Je ne me souviens plus de ce qu'il disait. J'ouvre la malle arrière. Quand j'ouvre la malle arrière, il était là à côté de moi. Il y avait son copain aussi qui est venu. Et les deux avec la main sur le pistolet. Et quand j'ouvrais, je sentais comment les gars étaient tendus. J'ouvre, je fouille les valises. Vous avez les deux là qui sont. Ils vous acculent avec des questions, des remarques, des propos.
je fouille, je ne retrouve pas. Pour eux, c'était que j'étais en train de cacher quelque chose, je ne veux pas montrer ce que j'ai et tout. Est-ce qu'il faut qu'on fouille alors tout le coffre? Parce qu'il y a plein de valises, plein de choses là derrière. Je dis, écoute, je crois que j'ai oublié ça. C'est pas que je ne veux pas vous montrer, mais je crois que j'ai oublié quelque part. Et puis ça allait un peu des propos très méchants là. À cet instant, je ne savais plus trop quoi faire. Ma grand-mère a vu toute la scène, ma grand-mère réagit et demande, elle me dit en langue maternelle, mais donne-lui ce qu'il veut, le gendarme là, il veut de l'argent et tout, et toi tu ne veux pas lui donner de l'argent. Parce que chez nous au pays, quand le gendarme te saute là-dessus, dans les sécurités, en fait c'est qu'il veut de l'argent. Et bon, ma grand-mère pensait qu'il voulait de l'argent, mais j'ai dit non, c'est pas ça. Vous allez vous calmer, tu vas te calmer. Et elle s'est calmée parce qu'elle était aussi anxieuse. Hein. Un moment aussi, elle était anxieuse. On regardait ce qui va se passer et ils s'entretenaient un peu là avec les deux s'entretenaient. Et à cet instant, j'ai vu un policier allemand. Donc, c'était une patrouille mixte. Et donc, je l'ai regardé, il m'a regardé. Donc, il y avait cet appel d'aide là dans le regard. Il est venu vers moi, il m'a dit, voici Stenlos. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Je lui ai dit, écoute, j'ai été interpellé par les deux là. Et puis, et après, je cherche mon Fahrzeugschein, je ne l'ai pas. Mais je pense qu'avant d'arriver en France, j'avais envoyé ma voiture au garage, le garagiste pour un contrôle. Et généralement, quand mon garage se finit, ils mettent toujours ce Fahrzeugschein parce qu'il a besoin de ça pour commander les pièces, il l'utilise, je ne sais pas trop ce qu'il fait avec. Et dès qu'il termine, il me remet dans la boîte à gants. Et moi, je n'ai pas contrôlé qu'il y a eu ça parce que ça se fait toujours, quoi. Et vu que je ne suis vraiment pas contrôlé ici en Allemagne et tout, donc je n'ai pas prêté attention, donc j'ai roulé. Et je lui ai dit que je pense que ce Fahrzeugschein, c'est resté chez le garagiste. Il m'a dit, écoute, où sont les documents, où sont tes papiers? Je lui ai dit, écoute, j'ai donné mes papiers à celui-là, celui qui a, il a mon permis et puis il a ma carte d'identité. Donc, il est allé vers le gendarme français et puis il a récupéré le document, il est allé dans sa voiture. C'était une BMW, hein, une BMW série 5. Non, c'était une 3, série 3. Il était là-dedans. Et moi aussi, j'avais une BMW, mais ce n'était pas une BMW noire, ce n'était pas la voiture service, c'était une BMW privée, c'était un truc bleu foncé. Donc, il est allé dans la sienne et puis il a interrogé un peu le fichier central et tout. Il a vu que c'était moi un peu. Il est revenu. Quand il revenait, le gendarme français, il pensait qu'il va s'adresser à lui. Il a traversé comme ça, il est venu vers moi. Il a pris les documents de manière démonstrative. Il a ignoré l'autre. Hein. Il est venu de manière démonstrative, il m'a tendu les documents comme ça. Il m'a dit, tiens ça. Et puis, c'est bon, tout est OK. Tu viens de Bamberg et tout, un peu s'échanger le Bayern, ainsi de suite, un peu des petites blagues. Et puis, il m'a dit, écoute, c'est bon, tu peux partir. Mais il m'a dit quelque chose avant de partir. Il m'a dit, la prochaine fois que tu voudras venir ici, fais attention d'être toujours en règle. Parce que si je n'étais pas là, ça allait mal se terminer. Il me dit, parce que, weil die Jungs da, die verstehen keinen Spaß. Il m'a dit, parce que ces mecs-là, ils ne badinent pas une blague. Et puis dès qu'il m'a donné ça, il m'a dit, OK, tu peux partir. J'ai dit, OK, danke schön. J'ai pris mon véhicule, j'ai avancé là. Le policier français, le gendarme français, il ne comprenait pas pourquoi on me laisse partir. Il s'est mis à discuter avec le policier allemand. Mais il m'a dit, écoute, tu vas. Et puis je suis parti, j'ai pris mon essence là. Le policier m'a encore dit au revoir, mais le gendarme, il me regardait vraiment, il pouvait me bouffer avec les yeux. Donc voilà deux cas que j'ai vécu où j'ai dû vraiment faire preuve de sang-froid pour que ça ne dégénère pas. On ressent donc une certaine tension de ces agents de sécurité. Ils sont vraiment sous tension. Et à tout moment, ça peut dégénérer lors des contrôles. Voilà pourquoi je ne suis pas trop surpris quand j'entends que c'est à travers un contrôle, c'est après un contrôle que ça a dégénéré et puis ça a créé des émeutes pareilles. Et cette tension, elle est aussi palpable dans la société française parce que j'ai été plusieurs fois là-bas, m'entretien avec beaucoup de gens, je suis assez ouvert. On ressent cette tension dans la société. La société est profondément divisée entre ceux qui s'estiment un peu délaissés, ceux qui s'estiment un peu marginalisés. Donc vous avez cette fracture sociale, les pauvres, les gens qui vivent généralement dans les banlieues. Donc vous avez ces histoires de banlieues-là, dans les quartiers nord. Hein, et donc ceux-là s'estiment un peu stigmatisés, brimés par la police, marginalisés. C'est eux contre le reste du monde, nous contre eux. Donc ils sont contre l'autre société qui ne les accepte pas. Ils ont aussi généralement un discours victimisant. Hein. Quand vous causez avec ces jeunes-là, on ne nous veut pas, on ne nous accepte pas. Et ce discours victimisant aussi, moi je dis dans la plupart des cas, leur a été servi par la génération adulte, par les adultes qui l'ont fait comprendre qu'on ne les voulait pas. Et en fait, tout ça remonte aussi aux 30 glorieuses, les années de boom économique après la Deuxième Guerre mondiale.
en France. Donc pendant ces années, on a eu besoin d'une main-d'œuvre, mais pas des êtres humains, de la main-d'œuvre. Et puis on a dû construire vraiment ces grands ensembles, donc c'est des complexes résidentiels où on a parqué un peu cette main-d'œuvre immigrée, dont on avait besoin d'eux. Donc ces grands ensembles, un peu, c'est ici en allemand, on appelle ça les Plattenbau. Vous l'avez souvent un peu vers Berlin comme ça. Et ça, c'est toujours des points vraiment très chauds. Mais en France, c'est généralisé. Vous êtes dans les grandes villes, dans presque toutes les grandes villes, vous avez toujours ça, ces banlieues, ces quartiers nord et tout. On n'a pas que ces populations là-bas. Avec le temps aussi, c'était des populations un peu défavorisées financièrement, qu'on a aussi parqué là-dedans. Et avec le temps, ils ont constitué pour moi ce qu'on appelle une société parallèle. Et quand vous avez une société parallèle, vous avez cette société, comment elle fonctionne avec ses règles, et puis vous avez une société parallèle, ça ne peut jamais marcher, vous aurez toujours des affrontements pareils. Donc on sent qu'il y a une certaine haine qui s'est amoncelée. Et puis, ces jeunes qui font partie de ces milieux ne voient que la violence comme seul moyen de pouvoir s'exprimer. Voilà pourquoi il suffit juste d'une petite étincelle comme ça pour déclencher tous ces pillages, ces saccages. Et ça peut avoir, comme un peu dans ce cas-ci, cet événement malheureux, la mort de ce jeune, ça peut aussi être autre chose. On a vu souvent quand une équipe d'un pays a gagné une coupe du monde ou je ne sais pas, une coupe, je ne sais pas d'où, et puis c'était le prétexte pour pouvoir tout casser, tout piller. On se demande, mais qu'est-ce que ça a à voir avec? Donc on ressent une certaine haine, une certaine rage dans cette société française. Les pouvoirs publics ont essayé un peu avec quelques politiques d'enrayer ce phénomène, d'encadrer ces jeunes en essayant d'être présents dans ces quartiers. On a eu à voter un peu des budgets pour pouvoir les encadrer. On a conçu des gymnases, des lieux de loisirs, de sport, ainsi de suite, pour essayer, parce qu'ils se plaignaient qu'ils sont délaissés par les pouvoirs publics, que l'État n'est pas là. Ils voient seulement l'État sous la forme du policier qui vient courir derrière pour frapper. Donc l'État a essayé, les communes aussi ont essayé vraiment de mettre de l'argent sur la table pour encadrer. Mais ce qu'on constate, c'est que chaque fois qu'il y a des émeutes pareilles, ils finissent toujours tout par casser. Et c'est ça un peu qui crée encore la tension dans la société française, parce que cet argent, quand il casse là, en fait, c'est l'argent de tout le monde, c'est tout le monde qui paye pour cela. Maintenant, quelles conséquences cela a pour l'économie française, les opérateurs économiques et aussi les investisseurs immobiliers? Déjà, le coût de cette destruction sera énorme. Rien que, pour un exemple, les émeutes de 2005, les dommages avaient été estimés à 200 millions d'euros. 200 millions d'euros, vous imaginez. Et cette fois, ce ne sera pas différent. Je crois qu'on avoisinera aussi cette somme. Sinon, même, on ne va même pas dépasser parce que la violence, elle est très grave. Ce n'est pas comparé à celle de 2005. Ça va vite. Et puis, ils cassent sans réfléchir, quoi. Ils n'ont plus de respect pour rien, tous ces jeunes. Donc, je crois que les dégâts seront vraiment colossaux. Et qui va payer? C'est le peuple français qui va payer. Ce sont les parents de ces jeunes qui vont payer pour ça. Et déjà, vous voyez dans les images beaucoup de parents qui se plaignent, mais on ne comprend pas ces jeunes, quoi. Pourquoi ils cassent? C'est là où leurs parents vont aller travailler. C'est le tram que leurs parents prennent pour aller travailler et tout. C'est ça qu'ils sont en train de détruire, quoi. Donc, vous avez déjà les dégâts là, les coûts des dégâts sont énormes. Et aussi, la plupart des entreprises, des commerces qui sont dans ces secteurs, dans ces banlieues, dans ces secteurs vraiment chauds des villes et qui sont victimes de ces attaques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à partir, à délocaliser. Ils vont fuir ces coins parce qu'ils ne peuvent plus continuer à vivre dans un climat d'insécurité pareil. Ils vont fermer. Et quand ils ferment, donc ces commerces, ces restaurants, que ça veut dire, c'est que le coin devient aussi pas très attractif. Le coin se meurt. Donc, vous voyez, à la fin, on se retrouve à la situation d'avant où ces jeunes, ces gens se plaignaient qu'il n'y a rien dans ce genre de secteur. L'État n'est pas là, on ne les assiste pas. Mais là, maintenant, avec ce truc de caillassage et tout, certaines entreprises vont partir, certaines vont fermer. Et les entreprises, ou bien les supermarchés, les entrepreneurs qui vont, les opérateurs économiques qui vont rester, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur commerce? Ils vont devoir investir beaucoup maintenant dans la sécurité pour sécuriser vraiment leur business. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à la fin, ces coûts énormes qu'ils auront déjà pour les dégâts qui ont été faits et ensuite maintenant pour sécuriser leur business, tout ça, ça va être répertorié, ça va être mis maintenant sur leurs produits qu'ils vendent. Donc, ça veut dire que ces produits-là seront beaucoup plus chers. Donc, vous avez une situation où ces parents, parce que ces commerces ont fermé, ces magasins ont fermé, ils sont partis. Donc, vous avez des parents qui sont au chômage, qui ne gagnent pas assez. Vous avez l'inflation.
Et les commerces qui sont restés, ils vont devoir augmenter le prix des produits parce qu'ils investissent beaucoup plus dans la sécurité. Et donc, vous voyez que ces populations vont s'appauvrir encore beaucoup plus. Et pour les investisseurs immobiliers, pour moi, ça, c'est une catastrophe en tant qu'investisseur immobilier. Si tu as ton bien dans un secteur pareil, un secteur qui se meurt, qui n'est plus attractif, où les commerces disparaissent, les restaurants ferment, donc tu es sûr que la valeur de ton bien, ça va vraiment perdre. Tu n'as qu'une population là-bas qui reste, qui est économiquement très faible. Tu n'as pas le choix. Tu dois faire attention que ton bien ne se dégrade pas. Et là-bas, c'est des no man's land généralement. Vous voyez, là, on détruit, la police même n'arrive pas à aller là-bas pour protéger les édifices publics. C'est pas venir protéger ton bien que la police viendra. Donc, vous voyez, pour un investisseur immobilier qui se retrouve là-bas, c'est la catastrophe. Et vendre ton bien rapidement pour t'en sortir, tu ne pourras pas t'en sortir rapidement. Même si tu vends ton bien, tout le monde sait que là-bas, c'est des points chauds, c'est des points où ça brûle régulièrement. Et puis, on ne va pas te donner le prix dont tu veux, quoi. Donc, et c'est là où ça m'amène à vous dire quelque chose. Quand tu es investisseur immobilier et que tu cherches un bien, ne te limite pas seulement à regarder le prix ou bien à regarder le 4 murs. Parce que tu n'achètes pas seulement le 4 murs. Tu achètes le 4 murs, oui, c'est ça que tu achètes, mais tu achètes aussi la rue, les voisins qui vont avec, le quartier, la région, la ville dans lequel ça se trouve. Donc, tu achètes tout ça avec. Et donc, prends la peine de t'informer vraiment, de connaître ton marché, de maîtriser ce marché comme un chauffeur de taxi. Avant d'investir, tu dois connaître un peu les conditions socio-économiques de cette ville, de cette région, avant de te décider à investir parce que sinon, ça peut être la catastrophe pour toi. Donc, c'était tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et maintenant, à vous la parole. Dites-moi, que pensez-vous de ces émeutes? Quelles solutions est-ce que le gouvernement pourrait utiliser pour stopper ces émeutes et quelles mesures il pourrait mettre en place pour que cela ne se reproduise plus? Laissez-le en commentaire. Et aussi, ma dernière question, est-ce qu'après avoir vu tout cela, vous serez prêt à investir dans l'immobilier en France où là, je vais réfléchir? Donc, laissez-le en commentaire et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao!